Moi, c'est presque mon jubilé. Ça fait 20 ans que je suis conseiller général. Je dis toujours conseiller général. Moi, je ne me suis pas fait à la dénomination conseiller départemental, surtout que c'était une erreur d'ailleurs, parce que le conseil général existe depuis 1792. Hein. Le conseil général, c'est le fils de la Révolution française, et les conseillers généraux existent depuis 1792. Et c'est vrai que dans la société française, les gens connaissaient le maire, on sait ce que fait un maire, mais ils connaissaient le conseiller général aussi, parce que c'était dans la génétique quasiment de la République, le conseil général. Bon, on nous a appelés conseillers départementaux, c'est vrai qu'il y a les conseillers régionaux, aussi. Peut-être qu'un jour on appellera les députés les conseillers nationaux, je ne sais pas. Enfin bon, voilà pourquoi moi je tiens toujours à ce titre de conseiller général. Moi je vais peut-être faire malgré tout un peu de politique, parce que notre politique à nous, elle est issue souvent de la résultante de la politique des autres. Je suis à ce mi-mandat, et puis comme je suis le plus ancien et le plus vieux des deux conseillers départementaux, vous comprenez bien que je suis j'ai depuis longtemps dépassé l'âge de raison, et que la raison me commande de ne pas m'accrocher à ces mandats. J'aurai 65 ans à la fin de ce mandat. Je pense que c'est bien déjà d'avoir tenu 4 mandats successifs, et de conseiller général et de conseiller régional. Alors, je n'ai pas le souci de faire plaisir, donc ça me permet de dire ce que je pense. Effectivement, la politique urbaine de la ville de Bordeaux est le fléau du département. Il y a 2 politiques différentes qui s'affrontent. 3, puisque je suis aussi le conseiller régional. Il y a 3 politiques, celle de la région, du département et de la ville. La ville a choisi une politique de la vitrine, en quelque sorte. Juppé, quand il est arrivé, j'étais conseiller municipal en 80. J'ai été élu en même temps que lui, dans son opposition avec Gilles Savary en 95, et il a mis en place une politique, effectivement, de vitrine. Nous, on a, de par nos missions, choisi une politique d'intérieur, c'est-à-dire qui s'intéresse aux gens qui sont derrière la vitrine. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que Bordeaux a un maire, mais les Bordelais n'en ont pas. C'est un peu différent, quand même. Et depuis que je suis élu et conseiller général, et puis après, avec Sandrine Doucet, qui a été mon premier binôme, puisqu'elle était ma suppléante, et ensuite elle a été notre députée, c'est vrai que de binôme, nous étions d'ailleurs, depuis le début, un trinôme, puisque Sandrine était omniprésente avec nous dans nos combats, et nous avec elle dans les siens, et on fait toujours une équipe, parce qu'elle est quand même toujours suppléante, on fait une équipe, une team comme on dit, qui était très efficace pour ce canton. La ville donc a choisi la vitrine et a choisi de développer une politique de développement urbain exponentiel basée sur un concept de politique de métropole millionnaire. Alors, je vais être très clair, et comme justement je suis libre, cette politique soutenue par Alain Juppé, de politique millionnaire, elle est quand même aussi l'émanation de la pensée de l'ancien président de la communauté urbaine, un ami politique, qui était Vincent Feltès. C'est lui qui a inventé le concept de métropole millionnaire. Je me suis affronté avec lui, en lui disant que c'était une vision ringarde des mauvais livres de science-fiction des années 50, alors qu'il vaut mieux parler de multipolarité urbaine, avec des pôles urbains qui sont reliés entre eux par des moyens de transport rapides, type TER-GV, avec une métropole à Libourne qui est joignable par un TER-GV en 7 minutes, à la gare Saint-Jean. Ça me paraissait être une politique plus intelligente, qui aurait irrigué les territoires en général et qui aurait participé aussi, eh bien, à l'endiguage de la désertification rurale. Car les politiques de métropole millionnaire
sont des politiques qui attirent des gens qui sont, le plus souvent, restent sur le carreau, car souvent, les grandes métropoles n'ont pas les emplois nécessaires à faire vivre ceux qui sont attirés par les Lumières. Et ce qui est en train de se passer à Bordeaux depuis quelque temps. Quand Corinne a dit que le maire a vendu la ville à la découpe, oui, mais il y a des raisons à cela. Moi, je vais être très clair, parce qu'il faut dire les choses clairement. D'ailleurs, je ne lui en fais pas grief. C'était sa volonté politique et sa stratégie. Le maire de Bordeaux, je connais bien, on se respecte. Hein. Il sait qui je suis et il sait ce que je pense. D'ailleurs, il ne s'étale pas trop avec moi. Le maire de Bordeaux, depuis qu'il est tout petit, voulait être président de la République. Bon, il y en a qui veulent être pompier, d'autres cheminots, d'autres maire d'Espagne, lui veulent être président de la République. C'est très honorable. Et il a eu l'opportunité en 1995 de remplacer Jacques Chaban-Delmas, qui était vieillissant, même très malade. Jacques Chaban-Delmas aurait eu 10 ans de moins, Juppé ne venait jamais à Bordeaux. Il serait allé à Nantes, il serait allé à Paris, il serait peut-être resté à Paris, à Toulouse, enfin, bon, il aurait tenté sa chance ailleurs. Mais Bordeaux s'est libéré, et Bordeaux est une ville de droite qui était dirigée depuis 1947 par le même Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, et Juppé est arrivé pour faire de Bordeaux sa plateforme de lancement de sa fusée présidentielle. Les premières moitiés de son mandat, 10 ans, ça a été pour se faire une image, donc les quais, le miroir d'eau, le pont, tout ce qui brille, politique très tournée sur le tourisme, et ensuite, il fallait se donner une image de bâtisseur, et peut-être aussi commencer à penser à financer une primaire. Ça coûte très cher une primaire, et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, il a donc décidé de mettre en place une politique de développement urbain une politique extrêmement dure et la plus libérale qui puisse exister, notamment en défaisant certains projets qui étaient des ZAC comme au bassin à flot et en les transformant en PAE, c'est-à-dire que la ZAC, zone d'activité concertée, c'est la puissance publique qui garde la main pour construire un quartier. C'est-à-dire que les vides sont aussi importants que les pleins, les jardins publics, la circulation, etc., que les pleins, la construction, etc., les écoles. Mais ça coûte plus cher au début. Mais en fait, on se rend compte que ça coûte moins cher à terme. Et donc, en mettant un PAE, c'est la puissance privée qui prend la main. Et la puissance privée, elle a un seul document garde-fou, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelait le plan d'occupation des sols autrefois, le POS. Et un PLU, c'est une sorte de gendarme de l'urbanisme qui dit à ceux qui ont les terrains, donc aux promoteurs immobiliers, ce qu'ils peuvent faire au maximum. Il leur donne la règle maximum à ne pas dépasser. Il dit, après, on est hors la loi. Et donc, chaque promoteur a acheté des terrains très chers, parce qu'ils ont fait monter les enchères. Donc, le foncier est devenu très cher. Ils ont acheté, oui, des sages, etc., et d'autres. Et ils ont été obligés d'optimiser. Donc, ils vont au maximum qu'autorise le PLU. Au maximum de la hauteur, au maximum de la densité. Et quand on fait ça sur un terrain, bon, mais quand on fait ça sur tous les terrains, et bien comme on est borderline devant sur chaque terrain, le résultat est catastrophique. Et le résultat, on le voit grossir tous les ans devant nous, au bassin à flot, à Gigot, à Belsier, sur la rive droite maintenant, à Niel. Voilà. Donc, et au Grand Parc aussi, puisque vous vous rendez compte qu'au Grand Parc, qui était un quartier haut mais très aéré, on est en train d'utiliser toutes les dents creuses, comme l'on dit, pour construire et développer des logements qui sont très rapides, très vite faits. Joël Zanoui, qui connaît bien le sujet, m'a encore alerté sur un bâtiment assez récent. Il y a eu un article dans le journal, d'ailleurs, comme vous il a pris l'eau, mais ce n'est pas le seul. Ils prennent tous l'eau. Et donc, le problème, c'est que quand je vous dis que cet urbanisme impacte directement le département, et donc vous-même, c'est que plus on bâtit, plus on a besoin de services. La ville, elle, les services, comme ce n'est plus une ZAC, eh bien, ne suivent plus. Corinne a parlé des écoles, on se rend compte que les terrains qui étaient prévus, mais ils le savaient d'autant plus que moi j'avais déjà alerté sur la rue d'Elbos
que les terrains étaient pollués, notamment au Pyralène, depuis des décennies. Ils le savaient. Et ils n'ont pas anticipé. Et petit à petit, les habitants sont arrivés avec des écoles qui manquaient. Il a fallu construire des écoles très rapidement dans des préfabriqués. Je ne vais pas le redire, hein, on a éradiqué un stade, on a éradiqué un petit jardin public, on éradique des terrains de partout pour construire des préfabriqués. Mais lorsqu'on est une ville pauvre, mais quand on est une ville qui dit qu'elle est la plus belle ville 18e du monde, et que l'on fait faire des enquêtes, et puis que ces enquêtes disent que tous les cadres de France voudraient venir travailler à Bordeaux, eh bien, les cadres de France qui viennent travailler à Bordeaux, on offre à leurs enfants des préfabriqués pour aller à l'école. Il y a une dichotomie quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et puis, il y a aussi des sujets dont on ne parle jamais. Moi, je vais vous en parler, c'est moi qui préside cette institution. J'en suis le premier vice-président, mais délégué à la présidence, puisque j'ai la délégation sur tous les sujets de cet établissement public. Le SDIS, service départemental d'incendie et de secours, les pompiers. C'est moi le patron des pompiers de la Gironde. Je connais bien le sujet. Eh bien, aujourd'hui, comme notre département a accueilli, je ne sais plus combien, plus de 200 000 habitants en 10 ans, je crois, 250 000 ou dans ces eaux-là. 20 000 par an, c'est ça, donc à peu près 200 000, 250 000. Mais une grande partie sur la métropole. Mais lorsque l'on construit plus et plus en hauteur, on verticalise les problèmes, au niveau des pompiers par exemple, mais aussi on est obligé d'avoir plus de pompiers. Votre caserne, la nôtre à tous, la caserne des allées de Bouteau, de Bruges, la limite des Aubiers, c'est notre caserne, tout le nord de Bordeaux. Elle est passée de 4 000 interventions par an à 10 000 interventions en 3 ans. Et c'est des pompiers en plus. On est en train aujourd'hui, pour faire face aux problématiques d'accidents de la route, d'accidents domestiques, sur le trottoir, enfin il n'y a pas que des feux chez les pompiers, il y a aussi les ambulances. Eh bien nous sommes en train déjà de faire appel aux réserves des ambulances de la 2e couronne. Parce qu'on n'a plus assez d'ambulances dans Bordeaux et intramuros pour faire face aux problèmes. On a construit, on reparle des bassins à flot. Tous les bâtiments des bassins à flot qui sont concentrés, vous avez vu là où il y a le garage moderne, Bouygues, là, ce sont des îlots extrêmement concentrés. Si les allées pompiers sont mises en exergue sur les plans, quand on construit tous les sujets, tous les projets les uns après les autres, eh bien, les pompiers aujourd'hui ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des îlots. C'est-à-dire que si demain il y a un feu au cœur d'îlot, nous allons être très ennuyés pour éteindre les feux et sauver les personnes. Mais ça, ce n'est pas le fait du département, ce n'est pas le département qui signe les permis de construire et qui développe la politique de l'urbanisme. Ce n'est pas le département, mais c'est le département qui doit les sauver les gens. J'ai été obligé de faire acheter, non pas une grande échelle, parce qu'une grande échelle ça monte à 33 mètres, mais droit comme ça. J'étais obligé de faire acheter une nacelle qui monte à 60 mètres de haut. Pas pour aller à 60 mètres de haut, parce que les nacelles sont articulées pour aller chercher les gens au fond, au milieu des îlots. 1 million d'euros. 1 million d'euros la nacelle. C'est le département, c'est vous, hein, c'est nous. C'est le département qui est obligé de payer. Mais ça sera aussi plus de RSA. Parce que ne croyez pas que tous les gens qui viennent ici, d'ailleurs, nos amis des centres sociaux le sentent bien. Il n'y a pas que des riches hein, qui viennent habiter dans ces nouveaux logements. Il y a beaucoup de turnover aussi. Jean-Philippe, de plus en plus, on reçoit des gens qui sont en difficulté, des gens qui arrivent. Eh bien, ça sera plus de RSA pour le département, c'est nous qui finançons. Mais il y a des personnes aussi âgées qui arrivent, nombreuses, et qui vont vieillir aussi. Ça sera plus d'APA pour les personnes âgées. Et ça, c'est le département aussi. Ce sont des collèges, on en a parlé. Nous, on a fait le choix d'anticiper. C'est pour cela que l'on va construire en 2021. 2021, c'est très court hein, comme pour construire un collège. C'est très court. 2021, c'est dans 4 ans, dans 3 ans. C'est extrêmement court. 18 millions d'euros. On les a, ça y est, ils sont inscrits. Le collège Alors, le collège Édouard Vaillant, c'était un grand combat pour moi. C'était un grand combat parce que je suis un
un soldat de la laïcité. Je suis pour l'école laïque, publique. Et je suis pour que les collèges publics et laïques soient attractifs pour les jeunes. Et c'est vrai que le collège Édouard Vaillant est dans son jus depuis 1974 ou 1972. Ça ne correspond plus aux besoins des enfants d'aujourd'hui. Bon, on y est arrivé, 23 millions d'euros. Eh bien, on a provisionné avec Corinne 18 millions pour Ginko, 23 millions pour Édouard Vaillant, de manière à essayer de faire en sorte que les enfants des nouveaux habitants eh bien, restent scolarisés au cœur de leur quartier, dans un collège digne de ce nom, avec tous les équipements modernes que l'on doit offrir à nos enfants aujourd'hui. Ça, c'est la résultante de la politique qui nous est imposée par une municipalité qui a fait ce choix-là. Juppé se fait rattraper par son projet de présidence de la République, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, malheureusement pour lui, il ne le sera pas, président de la République. Mais il pensait l'être. D'ailleurs, quand il y a eu la primaire à droite, c'était même pas la peine de la faire, puisque tous les sondages le donnaient gagnant, etc. Donc pour lui, il n'est pas arrivé au second tour. Eh bien, il va être obligé soit de repartir, soit de trouver des solutions pour trouver un remplaçant ou une remplaçante, mais il va être obligé de gérer la résultante de cette politique qu'il a mis en place pendant 20 ans et qu'il croyait ne pas avoir à gérer au niveau de la résultante parce qu'il pensait être président de la République. Donc de peau, il est là. D'ailleurs, on voit que les sondages aujourd'hui sont quand même plus difficiles pour lui. Il passe à 58%, au premier tour c'est 51% aujourd'hui. Et c'est pas fini. Parce que les gens, et c'est ça un peu qui me fait mal, moi, qui suis un homme politique, c'est que aujourd'hui, notre ville est thrombosée. On ne peut plus circuler. 1400 chantiers sur la métropole, c'est une pathologie. C'est une pathologie. Il y a des déviations, et quand on rentre dans la déviation, il y a une déviation dans la déviation. Ça me fait penser au sketch de Raymond DeVos. Vous savez, le gars qui prend le rond-point, sans s'interdit, il passe sa vie à tourner comme ça. Eh bien, c'est terrible. Pour aller parfois dans le centre-ville, il faut 1 heure, voire 1h30. On dit les transports en commun, ils sont saturés. Aujourd'hui, le tram n'arrive plus à fonctionner au niveau des transports publics. On reparle du métro. On reparle du métro. Enfin, on croit rêver. On a l'impression que dans cette ville, il n'y a pas de pilote dans l'avion, ce qui veut dire que dans l'avion du département, on a intérêt d'avoir un bon pilote, plus des copilotes qui connaissent bien la navigation pour anticiper toutes ces problématiques qui nous sont imposées. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. Parce que le département, on fait ce qu'on peut, je le disais à nos amis, on tient la tranchée, c'est un terme que j'aime bien utiliser, parce que c'est un terme imagé, oui, on tient la tranchée. Mais on fait ce qu'on peut, on a un budget qui est concentré, qui n'est pas extensible, et on est obligé de dépenser de plus en plus sur nos activités obligatoires. Les pompiers, les collèges, c'est obligatoire. L'APA, le RSA, et Dieu sait qu'avec la politique qu'on est en train de nous mettre au niveau national, on aura de plus en plus de sollicitations, nous le département, pour combler ces manquements avec des gens qui n'auront de moins en moins de minima sociaux, mais encore, et je ne dis pas pire, mais pire peut-être quelque part, avec des gens qui sont salariés et qui ne pourront plus arriver à joindre le debout, même puisqu'on va supprimer la prime à l'emploi. Dans ce canton, ce qu'il faut savoir, on construit 80% de la défiscalisation des loyers très chers, 20% de gens qui sont des primo-accédants. Beaucoup revendent, ils n'arrivent plus à financer et à payer à la fin du mois la vente. Mais quand on sait qu'à Bordeaux, cette ville où tous les cadres du monde voudraient venir travailler, le salaire médian, pas moyen, médian, est de 1 400 € net. C'est-à-dire que vous avez 60% de gens qui gagnent moins et jusqu'aux minima sociaux. Vous avez sur ce canton 1000 emplois de gens qui travaillent sur des plateformes téléphoniques. Il y en a dans la salle. 1 180 € par mois. 1 300 quand ils travaillent les dimanches. Avec 1 300 € net par mois, comment fait-on pour louer un appartement aux Aubiers à Ginko et au bassin à flot? Et c'est impossible. Et donc on est en train de paupériser petit à petit la ville, et on a fait croire aux gens de l'extérieur que c'était une ville où il y avait un boulot extraordinaire, et on se rend compte que lorsque des gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs,
qui sont mutés. Monsieur ou madame, cadre supérieur dans une grande société, muté à Bordeaux. Monsieur ou madame, le conjoint, quitte son travail à Paris. Il vient à Bordeaux, il ne trouve pas Pôle emploi. 5 mois, 6 mois après, Pôle emploi, pas de boulot. Il n'y a pas un travail à Bordeaux à haute valeur ajoutée. Et donc nous sommes devant cette réalité, et là où nous avons très peur avec le président Glaise, il l'a dit d'ailleurs dans un article très précis dans le journal Sud-Ouest, c'est pour ça qu'il est venu ici à Bordeaux au mois d'août de l'élection, c'est qu'on sait très bien que de manière mécanique, c'est pas depuis hier ça existe depuis longtemps, la concentration urbaine a toujours été vendue par les sachants comme la panacée qu'il fallait mettre en œuvre dans les villes. Ça a été vrai dans les années 60, ça a été vrai après pour d'autres sujets, c'est le développement durable aujourd'hui qui pilote tout ça, et chaque fois que l'on a concentré, on s'est rendu compte qu'on a paupérisé ces quartiers, et petit à petit, les 80% de gens qui ont acheté pour défiscaliser, pour placer leur argent, et qui ne vont pas louer, ou qui vont avoir des difficultés de louer, et en plus qu'ils achètent des appartements qui sont du consommable, c'est-à-dire qui sont en carton-pâte, dans 25 ans ils peuvent le mettre dans la poubelle. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de récupérer leur mise, ou même de perdre de l'argent, mais pas trop, ils vont vendre. Ils vont vendre à qui? Ils vont vendre aux bailleurs sociaux, qui eux, avec le prix du foncier qui a monté, n'ont pas pu construire les logements sociaux dont on a besoin. 78% de la population française est éligible aux logements sociaux. Il y a 3 types de logements sociaux. Mais quand on est un travailleur pauvre, qu'on gagne le SMIC, on n'a pas accès aux 2 premiers. On a accès au PLAI, c'est-à-dire les logements sociaux qui sont cofinancés par le département. Eh bien, les PLAI, sur un projet de 50 appartements, il y en a 5. 5 PLAI. Et c'est ces appartements-là dont nous avons besoin. Eh bien, vous inquiétez pas, dans 10 ans, on les aura. Parce que tout va être vendu, les bailleurs sociaux vont acheter, et ils vont remplir ces appartements de gens qui sont en souffrance sociale. Ce n'est pas des cas sociaux, des gens en souffrance sociale, parce que pas suffisamment d'argent, etc., etc. Et quand on concentre la souffrance sociale, on crée des problèmes sociaux. Qui c'est qui gère les problèmes sociaux? C'est le département. Voilà pourquoi, avec le président Glaise, les collègues, Corinne, mais aussi les collègues urbains de la métropole, nous sommes très inquiets sur ce qui risque de se passer demain. Alors, comme c'est un peu mon jubilé, j'ai 20 ans aussi de conseiller régional, puisque mon action de conseiller régional, elle est aussi intimement liée dans mes missions à des activités qui sont tournées sur Bordeaux. Je ne fais pas que des activités régionales pour toute la région, ce sont des politiques régionales que nous mettons en œuvre pour toute la région, mais que nous mettons aussi en œuvre par induction sur des projets locaux. Et pour essayer d'endiguer ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à cet emploi du tertiaire, qui est un emploi avec des petits salaires, qui est l'emploi qui foisonne à Bordeaux, c'est d'essayer petit à petit d'injecter en milieu urbain et à Bordeaux, et en particulier dans ce canton, qui est un canton quand même à l'histoire ouvrière, de l'aristocratie même ouvrière, des ouvriers qui gagnaient très bien leur vie, qui étaient liés à la tonnellerie, pour ce secteur-là, qui étaient liés au chantier naval, à Bordeaux-Nord, etc. Eh bien, la région, elle, essaie de développer une politique de développement économique liée à l'emploi productif. Et c'est pour cela, et ça, je pense que c'est une réussite pour nous, et pour moi aussi, en particulier. Parce que je me bats depuis 20 ans pour essayer de développer l'emploi productif au bassin à flot. Si vous avez lu dans la presse qu'on a restauré les formes de Radoub, les cales sèches, qu'il y a des bateaux qui reviennent avec des chaudroyers de marine, etc., etc., c'est la région. J'ai pu faire, grâce à Sandrine Doucet notamment, et je voudrais lui rendre un hommage particulier, qui a été une députée exceptionnelle. On en a une aujourd'hui, encéphalogramme plat. Elle est où? Sandrine Doucet, qui a été notre députée exceptionnelle, s'est battue, elle a réussi, nous avons réussi à faire venir 2 ministres. Nous avons réussi à faire venir 2 fois, 3 fois le président du conseil régional.
2 fois le président du conseil départemental, en soutenant le projet du grand port maritime de Bordeaux, qui s'appelle le plus port autonome, c'est le grand port maritime de Bordeaux, sur le développement du pôle REFIT, du pôle naval des bassins à flot, qui sera créateur d'emplois productifs à haute valeur ajoutée. Eh bien, la ville était contre. Pendant des années, elle était contre. Il y avait même un projet de les remplir, les bassins à flot, de les combler, de construire dessus. Eh bien, on s'est battu comme des chiens. Nous sommes arrivés à sauver les bassins à flot et nous avons injecté le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, par le biais du contrat de plan État-région, 13 millions d'euros pour rénover les formes de radoub. Et aujourd'hui, il y a des bateaux, il y a des chaudronniers de marine, il y a des mécaniciens de marine, il y a des spécialistes de radars embarqués d'informatique, mais ce n'est pas des gens en SMIC, ça. Ce sont des gens qui sont à 1800, 2000, 2500, voire 3000 euros. Et quand on commence à gagner des salaires de ce type en milieu urbain, là, on peut régénérer les quartiers et on peut faire vivre au quartier des gens qui ont les moyens, qui vont aussi faire développer le commerce de proximité, etc., etc. Ça, c'est une volonté politique. Et je suis très fier, je peux vous le dire, puisque j'arrive en fin de carrière, je suis très fier d'avoir réussi à réinjecter ces emplois productifs au bassin à flot. Nous aidons les entreprises en permanence. C'est pas rien, ça paraît être anecdotique. Vous savez qu'il y a une distillerie de whisky qui s'est ouverte à côté de la base sous-marine. Ça a l'air de rien, c'est 10 emplois, plus le double bientôt. La région, c'est un projet innovant, et surtout c'est un projet industriel à circuit court. C'est-à-dire qu'il y a un contrat avec des agriculteurs du Médoc pour faire pousser les matières premières. Il y a les 2 alambics en cuivre ont été faits par un artisan chaudronnier à Bègle. Et les résidus du cru, là, quand on fait le whisky, ils appellent des grèges, et revendus aux agriculteurs pour faire de la nourriture pour le bétail. La région a investi 600 000 euros sur ce projet, parce que c'est du circuit court, ça fait fonctionner, c'est un très bon whisky en plus, ça fait fonctionner l'économie locale, et notamment l'agroéconomie, c'est-à-dire les agriculteurs qui travaillent avec de l'agroéconomie, c'est-à-dire avec des plantations propres. Ça, c'est aussi un choix de politique, c'est celui que nous avons impulsé dans la région. Nous avons aussi, je vais couper, aidé la SAFT. La SAFT, vous connaissez la SAFT? La SAFT, personne ne le sait. Il y a 500 emplois. 500 emplois de très haute valeur ajoutée, avec un laboratoire, un des plus grands laboratoires d'Europe, sur l'étude des énergies nouvelles, lithium-ion, et on va au-delà, de manière à la concentration c'est des accus, quoi, des piles, qui est aussi de l'énergie. On a investi beaucoup d'argent pour aider ce centre de formation et d'études pour que la SAFT se développe. Et puis on a investi aussi sur des quantités de choses que personne ne sait. CapScience. CapScience, vous voyez tout ce que c'est CapScience. Tout le monde croit que c'est la ville. La ville donne 50 000 euros par an. Le département aussi. La région, 700 000. Parce que c'est un outil pédagogique de très grand niveau qu'on connaît dans le monde entier et qui rejaillit sur tous les établissements scolaires du département et bien au-delà. On a cofinancé le muséum d'histoire naturelle, on a cofinancé les sortes de terre en mer qui sont d'Abacalan, etc., etc. Voilà pourquoi j'ai pris un peu de temps pour vous dire ça, car nous avons, avec Corinne, Sandrine, Fauzi, mon suppléant, et moi-même, ce sentiment d'injustice de prêcher un peu dans le désert et d'investir de l'argent dont personne ne connaît l'utilisation, et même personne ne sait que dans les politiques que nous menons, la majorité départementale et la majorité régionale, eh bien, sans qu'on le dise, sans que ce soit relayé dans la presse, voilà le travail du quotidien que nous faisons dans l'ombre pour essayer de faire avancer, eh bien, une société peut-être plus juste dans la ville dont nous sommes tous les habitants.